Alors, bienvenue au CABA, bienvenue à la série de conférences. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est sur Chicago. Avant de commencer, je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à Chicago. Oui. Bon. Ma question s'adresse aux autres. je sais que tu aimes Chicago, puisque tu es revenu ici le voir. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez le mot Chicago? Est-ce que vous avez des images ou... OK. La ville des vents. Oui, c'est bon, ça. C'est très vrai. Ça. La ville des bandits. Oui, c'est vrai aussi. Ça a déjà été fait. Ça, c'est vrai. Bon, c'est bien, vous partez bien. Oui. Mon Dieu, la prohibition non? Al Capone. Al Capone. Oui, ben oui, ça, c'est vrai aussi. Mais... Le sénateur Barack Obama. Oui, il a travaillé. Il est originaire d'Hawaï, mais il a travaillé là longtemps à Chicago, oui. Mais c'est pas redevenu une ville violente? Oui, ça, je vais en parler tantôt. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, bon, mais je vais essayer de vous convaincre que c'était également une cité des arts. Ça, c'est un méchant défi, mais on va y arriver. OK, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous exposer le plan de la conférence. Alors, au début, je vais vous parler de la géographie de la ville pour vous initier à ses principaux attraits. Après ça, il y a un volet qui va peut-être vous surprendre quand je vais parler des racines francophones de Chicago. Et ensuite de ça, je vous amène faire un tour de ville pour constater les merveilles architecturales qu'on y trouve. Ensuite de ça, on va faire la pause. Au retour de la pause, je vous amène visiter le Musée des Beaux-Arts de Chicago qui s'appelle le Art Institute et qui en fait plein de trésors. Après ça, on va se promener dans les rues de Chicago pour voir les œuvres d'art qu'on y trouve. Je vais vous parler du jazz version Chicago. Et finalement, je vais vous parler des festivités, des festivals nombreux qui ont lieu à Chicago. Et je termine en vous parlant de la cuisine typique de Chicago. Chicago, c'est la troisième ville la plus populeuse des États-Unis après New York et Los Angeles. Elle est située dans l'État de l'Illinois, mais ce n'est pas la capitale de l'Illinois, c'est Springfield, la capitale de l'Illinois. Elle est située au sud, de la partie sud du Grand Lac Michigan. Et elle est donc la capitale de ce qu'on appelle le Midwest américain, c'est-à-dire le centre des États-Unis, qui est en partie très industrialisé, mais également très, très agricole. Vous voyez une vue aérienne de Chicago le soir. Chicago a été fondée par plusieurs vagues successives d'immigration au cours du 20e siècle. Il y a eu beaucoup qui sont venus d'Europe. Vous avez des Polonais, des Allemands, des Irlandais, des Italiens, des Espagnols qui sont venus en masse pour peupler Chicago. Et vous avez plus récemment des Mexicains qui sont en grand nombre à Chicago. La population totale, c'est 2 700 000 à l'intérieur des limites de la ville, mais si on regarde le Grand Chicago, on atteint presque 9 millions de personnes. Là-dessus, ça se divise comme ceci. Il y a 32 % de Blancs à Chicago, 31 % de Noirs, 28 % de Latinos et 5 % d'Asiatiques. Alors, disons que c'est à peu près équilibré. Le centre-ville de Chicago le centre des affaires s'appelle The Loop, c'est-à-dire la boucle. Et au centre de la boucle, il y a la rivière Chicago, qu'on voit ici, qui se promène à travers le centre-ville. C'est assez particulier. Là. Je ne connais pas d'autres villes où il y a une rivière comme ça qui circule en plein centre des affaires. Et il y a aussi des ponts. Évidemment, pour laisser passer les bateaux, il y a 45 ponts levants sur la rivière Chicago. Mais enfin, je dis levant, il y en a qui sont pivotants, basculants. En tout cas, il y a toutes sortes de mécanismes possibles pour ouvrir les ponts au passage des bateaux. Le jour de la Saint-Patrick, l'eau de la rivière Chicago devient verte.
Il y a un métro, évidemment, à Chicago depuis 1892, donc il se fait très vieillissant, ce métro-là. Quand le métro traverse le centre des affaires de Loop, là, il devient aérien, comme vous voyez ici. Moi, je n'ai pas trouvé ça très agréable ni à voir ni à entendre parce que, comme je disais tantôt, le métro est très vieillissant, puis quand les wagons tournent les courbes, c'est métal contre métal, ça fait un bruit, un vacarme épouvantable. Et c'est pas plus joli à voir que ce qu'il faut non plus. Mais partout ailleurs, évidemment, il est souterrain. La devise de la ville, c'est Urbs in Orto. En latin, ça veut dire la ville dans le jardin. Comme vous voyez, on ne manque pas d'espace vert à Chicago. Il y a 570 parcs à Chicago. Le plus grand étant le Lincoln Park, qui a une superficie de 5 km² et qui reçoit 20 millions de visiteurs par année. Il y a également possibilité d'avoir accès aux rives du lac Michigan. Comme vous voyez, ma conjointe qui s'enfile dans un tunnel qui passe sous... Il y a une autoroute panoramique qui longe la rive du lac. Et pour y accéder, à partir du centre-ville, on passe à travers quelques tunnels. Et là, on arrive... Regardez, ils ont aménagé une belle piste cyclable. Il y a encore de la plage pour les gens qui veulent marcher, faire du jogging, etc. Et le long de la rive, vis-à-vis du centre-ville, il y a 33 plages qui sont aménagées. Ça me fait penser un peu à Barcelone avec la Barceloneta, là. C'est-à-dire, on peut sortir du centre-ville et se rendre à la plage dans le temps de le dire. Ça, c'est le lac Michigan ou c'est le lac Chicago? C'est le lac Michigan. Michigan. Oui. Il y a évidemment, comme c'est sur le bord du lac, il y a plein de gens de Chicago qui ont des embarcations. Alors, il y a plein de marinas, évidemment, dans ce coin-là. Ici, on a une vue du centre-ville avec encore là le métro aérien. L'aéroport de Chicago s'appelle O'Hare et c'est le 3e plus occupé au monde. À chaque année, il reçoit 68 millions de passagers qui passent à travers cet aéroport-là. C'est le 3e plus occupé au monde. En comparaison, Dorval reçoit 19 millions de passagers. Alors, c'est 3 fois grand comme Dorval. Aussi, il y a la fameuse route mythique, la route 66, Route 66, qui part de Chicago et qui, sur 3700 km, aboutit à Santa Monica, en Californie. Il traverse donc tous les États-Unis à partir de Chicago. Il faut que je vous raconte une anecdote à propos de la vie à Chicago. En l'an 1900, la rivière Chicago était ni plus ni moins qu'un égout à ciel ouvert. Parce que tous les déchets domestiques et industriels se ramassaient dedans. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abattoirs à Chicago. Il y avait 82 % de la viande qui était consommée aux États-Unis qui passait par Chicago. À chaque année, on abattait 14 millions de bêtes à Chicago dans les abattoirs. Et les déchets se retrouvaient dans la rivière. Le problème, c'est que la prise d'eau potable de la ville se trouvait aussi dans le lac Michigan. Alors, il y a eu une contamination entre les eaux usées et l'eau potable, de sorte qu'il y a eu des épidémies de choléra et de diphtérie dans la population au tout début du siècle. Et là, les autorités de la ville n'ont pas eu d'autre choix que de prendre une décision majeure pour changer la situation. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'inverser le centre d'écoulement de la rivière. Plutôt que de se déverser dans le lac Michigan, ils voulaient l'amener se déverser dans le fleuve Mississippi. Alors, ils ont entrepris des grands travaux. Ils ont creusé le lit de la rivière. Ils ont creusé également des canaux pour se rendre jusqu'au fleuve Mississippi. Et c'est ainsi que depuis ce temps-là, la rivière Chicago ne se déverse plus dans le lac Michigan, mais dans le fleuve Mississippi. Ouais, on voit les ponts sur la rivière. Bon, je vais vous parler des racines francophones de Chicago. Au
au 17e siècle, évidemment, la région de Chicago, il n'y avait aucune habitation qui était là. C'était il y avait des tribus amérindiennes qui se promenaient dans ce secteur-là. Et les premiers hommes blancs à franchir la rivière Chicago venaient de Montréal. C'était Louis Joliette et Jacques Marquette, qui étaient un jésuite, et Louis Joliette était un coureur des bois. Alors, en 1673, ils sont arrivés à Chicago. Ils ont traversé, les premiers hommes blancs à traverser la rivière Chicago, ce sont eux. Alors, il y a une plaque dans le centre-ville de Chicago qui commémore leur exploit. 9 ans plus tard, un autre explorateur venu de Montréal, Robert Cavelier de La Salle, est venu à Chicago, c'est-à-dire à l'endroit où est Chicago maintenant, pour proclamer au nom du roi de France que ce territoire-là faisait maintenant partie de la Louisiane. Parce que c'était vraiment plus près du fleuve Mississippi que de la Nouvelle-France. Alors donc, ils ont décrété que c'était partie de la Louisiane. Pendant un siècle, il ne s'est à peu près rien passé. Il n'y avait pas d'Européens d'établis là. Et on arrive au 18e siècle. C'est ce monsieur qui a fondé la ville de Chicago. C'était un Haïtien d'origine, imaginez-vous, non? Qui s'appelait Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, dont le père était un marin français et la mère était une esclave africaine affranchie. À l'âge de 20 ans, il a quitté Haïti, il est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Et là, il a travaillé, etc. Et à peu près en 73, c'est ça, 73, oui, c'est ça. Il a remonté le Mississippi et il est allé s'établir près de la rivière Chicago. Il a ouvert un poste de ravitaillement qui servait à ravitailler les Autochtones, les Indiens, les marchands qui se promenaient dans le coin, les coureurs des bois et les trappeurs qui étaient là. Alors, il ravitaillait ces gens-là, il gagnait sa vie comme ça. Et en plus, lui-même, il était trappeur et il a fait plusieurs voyages à Montréal pour vendre ses fourrures. Et il a tissé des liens d'amitié avec les Canadiens français de Montréal à l'époque. En l'an 1800, il a décidé de vendre ou de s'en aller ailleurs, je ne sais trop où. Et il a vendu sa maison et son commerce à Jean Lalime, qui était un trappeur qui venait de Montréal. Alors, quand je parle des origines francophones de Chicago, c'est principalement ça. Mais il y a plus que ça. Ah, ça, on voit ici, il y a sur la rue Michigan, qui est la principale avenue de Chicago, on lui a élevé un buste à M. Pointe-du-Sable. Bon. Et je dois dire que les gens de Chicago ont beaucoup de respect pour les fondateurs de la ville. On voit souvent, regardez sur cet immeuble-là, un bas-relief où on voit probablement un coureur des bois avec des Amérindiens qui sont représentés sur cette façade de bâtiment. Là où je vais peut-être vous surprendre, c'est qu'il y a déjà eu une colonie canadienne-française à Chicago. Vous êtes sans doute au courant que entre 1860 et 1930, il y a eu environ 1 million de Québécois qui ont immigré aux États-Unis pour trouver une vie meilleure. Du million, il y en a les 3/4 qui sont allés en Nouvelle-Angleterre parce que c'était tout près, c'était voisin du Québec. Et il y avait des filatures, des usines qui demandaient de la main-d'œuvre. Mon propre grand-père a immigré aux États-Unis à cette époque-là. Même mon père est né au Connecticut et mon oncle est né au Massachusetts. Alors, ils sont revenus au Québec lors de la Première Guerre mondiale, mais quand même, il y avait beaucoup de Québécois qui sont immigrés en Nouvelle-Angleterre, mais il y en a 25% qui sont allés dans ce qu'ils appelaient les pays d'en haut. N'en déplaise à Claude-André Grignon, quand on parle des pays d'en haut, ce n'est pas les Laurentides, c'est les Grands Lacs. Et donc, 200 000 personnes et plus de Québécois qui sont partis vers ces contrées-là, ils ont émigré dans les États de l'Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ohio, je ne sais trop. Et, entre autres, en l'an 1900,
d'après un recensement, il y avait 27 000 Québécois en Illinois. C'est autant que toute la ville de Joliette et de Berthier ensemble. C'est pas mal. Il y avait 4 paroisses canadiennes-françaises à Chicago. Il y avait la paroisse Notre-Dame de Chicago, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis de Pullman et Saint-Joseph de Brighton Park. Et il y a même un monsieur Paquin qui, à l'époque, a écrit un livre sur cette période-là. Alors, vous voyez un peu de quoi avaient l'air les familles à cette époque-là. Ici, c'est l'église Notre-Dame de Chicago, d'ailleurs, qui porte encore ce nom-là, Notre-Dame de Chicago. L'architecte, c'était M. Grégoire Vigent, l'architecte de Montréal, qui a fait les plans de ce magnifique bâtiment-là, qui fait partie d'ailleurs du patrimoine historique américain maintenant. Et ici, c'est l'église de Saint-Louis de Pullman, qui est faite dans le style gothique. Ici, c'est l'église de Saint-Joseph de Brighton Park avec son presbytère. Ici, c'était une école pour les jeunes Québécois qui étaient là-bas, où c'était les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui enseignaient là-bas. En français, évidemment, elle a une centaine d'élèves. Et ce qui est... bon, c'est peut-être pas curieux, je pense que c'est normal peut-être, mais l'organisation des paroisses ressemblait beaucoup à ce qu'on retrouvait au Québec à l'époque. C'est-à-dire, vous aviez des rapports de... Le curé, les vicaires qui étaient vraiment le centre des paroisses. Vous aviez des organisations parareligieuses comme les Dames de Sainte-Anne, les Filles des Enfants de Marie et la Ligue du Sacré-Cœur, qui avaient de nombreux adeptes, des centaines et des centaines d'adeptes dans chacune des paroisses. Vous aviez également une section de la Société Saint-Jean-Baptiste qui était établie à Chicago avec Louis Fréchette comme secrétaire. Alors, évidemment, au début du 20e siècle, à partir du début du 20e siècle, avec toutes les arrivées massives d'immigration d'Europe, même du sud des États-Unis, c'est sûr que c'est... Puis il y en a probablement aussi beaucoup de Québécois qui, comme mon grand-père, sont venus au Québec à un moment donné. Là, on n'en trouve plus. On ne trouve plus de traces, sauf... Il y a un village en banlieue de Chicago qui s'appelle Bourbonnais, où M. Noël Levasseur, que vous voyez ici, qui était un trappeur, avait établi un poste de traite de fourrure en 1830. En 1875, il y a eu des élections, les premières élections à Bourbonnais, et celui qui a été élu maire, c'est M. Georges Letourneau, et tout son conseil municipal était formé de Québécois. Vous avez des noms comme Séguin, Bessette, Gosselin, La Montagne. C'était tous des Québécois qui étaient au pouvoir à Bourbonnais. La ville de Bourbonnais existe encore, puis il y a même un musée qui est organisé dans la résidence du premier maire, M. Letourneau. Ici, on voit, ce qu'on voit ici, c'est le collège dans la paroisse de Bourbonnais et son église ici. C'est un collège qui donnait le cours classique, je pense, parce qu'il y a plusieurs curés des paroisses de Chicago qui ont été formés ici. Je vais vous parler de quelques-uns des Québécois qui ont immigré à Chicago, qui ont fait une belle carrière. Ici, c'est M. Zéphirin Brosseau, qui était originaire de l'Acadie. Originaire de la Prairie, d'une vieille famille acadienne. Et il est arrivé à l'âge dans le début de la vingtaine à Chicago. Il a travaillé pour le Board of Trade. Et à 31 ans, il avait déjà fait sa fortune à 31 ans. Et il faisait partie de plusieurs comités au Board of Trade et il n'y avait jamais de décision importante qui se prenait sans demander son avis. Même le maire de Chicago l'a nommé comme un des directeurs de la bibliothèque municipale. Ça, c'est la maison qui s'est faite construire dans le quartier chic de Northside. Ça, c'est M. Arthur Christin, qui était originaire de l'Assomption, qui a immigré là-bas. Vous connaissez peut-être son frère Joseph Christin, qui a fondé la famille Christin des boissons gazeuses. Vous connaissez le nectar mousseux, puis le bière d'épinette. Ben, c'était sa même famille. Lui, arrivé à Chicago, il a décidé de faire comme son frère. Il est parti d'une compagnie d'embouteillage
de boissons gazeuses et d'eau minérale. Alors, ça, c'était la maison dont il était propriétaire sur la rue Harrison. Alors, ce bâtiment-là contenait sa résidence, ses bureaux et son équipe d'embouteillage dans ce même bâtiment-là. Voici la fameuse bouteille des Christin qui a perduré jusque dans les années 70, je pense. Ça, l'homme au petit coq, il venait de l'île du Pas. C'est M. Louis Courchaine. Oui. Et il a marié, à l'âge de 18 ans, il a marié une fille du coin, Édesse Baudry. Vous ne l'avez pas connue? Non, moi non plus. Et ils ont eu 9 enfants ensemble. À l'âge de 30 ans, M. Courchaine a décidé qu'il amenait toute sa famille à Chicago. Ils ont émigré là-bas et lui, il a pratiqué son métier de charpentier menuisier. Et je pense qu'il s'est bien débrouillé parce qu'après un certain temps, il s'est acheté une maison sur la 53e rue à Chicago. Je vais vous parler maintenant de l'architecture de Chicago. On veut parler des arts, on va commencer par l'architecture. En mois d'octobre 1871, il y a eu un grave incendie. Grave incendie, le mot est faible. Il y a 300 personnes qui sont mortes dans cet incendie-là et 18 000 bâtiments qui ont brûlé. C'est quasiment la moitié de la ville qui y a passé. Et c'est là qu'on a vu à quel point les gens là-bas... Bon, je vais vous montrer. Un des seuls bâtiments qui a survécu, c'est la tour d'eau de la station de pompage qu'on voit ici, qui est encore debout d'ailleurs sur Michigan Avenue. Les gens ont fait preuve de beaucoup de résilience et aussitôt après l'incendie, les gens, il y a eu comme une fièvre qui s'est emparée de la population et des dirigeants de la ville il fallait reconstruire au plus vite. Il n'est pas question de s'apitoyer sur son sort, il faut reconstruire la ville au plus vite. Alors, évidemment, cette volonté-là a été entendue à travers tous les États-Unis. Et il y a plusieurs, entre autres, j'en parle des architectes, plusieurs architectes éminents américains qui sont allés s'intéresser et même s'établir à Chicago pour participer au mouvement de reconstruction de la ville. Ça coïncidait bien avec des développements technologiques qu'il y avait eu dans le domaine des matériaux de construction, par exemple dans l'acier, dans la fonte, dans la terracotta et dans le verre. Et en combinant tous ces éléments-là ensemble, on a réussi à créer le premier gratte-ciel au monde. C'était à Chicago, c'est celui-ci. C'est le Home Insurance Building, construit en 1885, qui a 12 étages et qui a une charpente d'acier, entre autres. Il a été démoli en 1931 parce qu'on voulait construire quelque chose d'encore plus haut. 12 étages, c'est pas très haut, finalement, quand on parle de gratte-ciel. Ici, c'est un autre édifice de 12 étages qui est toujours debout, qui s'appelle le Rookery Building, qui a été fait par un architecte, Daniel Burnham. On voit une autre vue de l'édifice. Alors, il y a une plaque commémorative disant que c'est un landmark de Chicago. Alors, c'est un immeuble un peu hybride, c'est-à-dire où les murs extérieurs continuent d'être des murs porteurs, mais à l'intérieur du bâtiment, il y a des colonnes. Plutôt que d'avoir des murs porteurs, il y a des colonnes d'acier, avec des poutres d'acier, ce qui permettait une plus grande distance entre les colonnes, donc une meilleure, plus grande portée que si on avait fait une construction traditionnelle en bois. On voit le revêtement extérieur est en marbre rouge, en briques et en blocs de terracotta. On voit ces blocs de terracotta qu'on voit ici au niveau de la rue. Ça, on voit les blocs de marbre. Et encore là, regardez le bas-relief qui fait référence au fondateur de la ville. On voit, j'imagine, le père Marquette là, qui est représenté ici. À l'intérieur, dans le lobby, il y a encore là, il y a une mosaïque, une murale où on rend hommage au fondateur de la ville.
Il y a même une mosaïque avec le portrait du père Jacques Marquette, qui est né en 1637 et qui est décédé en 1675, soit 2 ans après qu'il soit venu à Chicago. Ce qui fait le charme de ce bâtiment-là, à l'intérieur, c'est cette espèce de... Bon, il y a cet escalier en demi-cercle, là, l'escalier d'issue en demi-cercle qui est très, très joli et très photogénique. Mais c'est surtout à l'arrière du bâtiment, il y a comme une agora ou un patio avec une grande verrière au-dessus qui est un très bel espace où les gens peuvent aller se rencontrer. Et en 1905, un architecte dont je vais vous parler tantôt, Frank Lloyd Wright, a été engagé pour rénover, parce que ça datait déjà de 10 ans, l'immeuble, pour rénover cet espace-là. Alors, ce qu'il a fait pour augmenter la luminosité, il a couvert de marbre blanc toutes les pièces métalliques au niveau du rez-de-chaussée de l'étage. Et il a redessiné les appareils d'éclairage. Et on voit ici le bel espace avec l'escalier monumental. Cet appareil-là d'éclairage a été dessiné par M. Wright en 1895, donc ça fait pas moins de 125 ans. Et pourtant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un look très moderne, hein? Je ne vais pas à dire. Il a même fait des motifs persans dans la décoration de la pièce. Et voici, il a ajouté un escalier double suspendu à la structure du toit pour permettre aux gens du 2e étage de descendre au 1er et éventuellement au rez-de-chaussée. En 1931, ils ont fait d'autres travaux dans le bâtiment. Ils ont changé les ascenseurs. Évidemment, il y avait des progrès technologiques de ce côté-là aussi. Alors, les architectes qui ont fait les travaux, on en a profité pour mettre des portes d'ascenseur dans le style Art déco, qui était le style qui était très, très favorisé dans les années 30 un peu partout dans le monde occidental. Une autre vue de l'escalier de secours. Ici, l'escalier de secours débouche sur cet escalier-là qui est en marbre, qui arrive au rez-de-chaussée. Et ici, ça, c'est une chute à courrier. C'est-à-dire que les gens qui avaient des bureaux sur les 12 étages pouvaient, quand il y avait du courrier à poster, ils jetaient dans la chute à courrier et ça tombait dans ce réceptacle-là que j'imagine que les postiers venaient vider une couple de fois par jour pour les apporter le courrier au bureau de poste. On va voir quelques bâtiments anciens. Ici, c'est le Chicago Tribune, qui est le plus grand journal de Chicago, qui a ses bureaux dans cette tour-là. C'est le Tribune Tower, qui est fait dans le style néo-gothique. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de contrefort qu'on voit ici, comme dans les cathédrales gothiques, qui supportent le noyau, si on veut, de la tour. Alors, la particularité de ce bâtiment-là, c'est qu'au niveau du rez-de-chaussée, il y a un hall d'entrée. Et dans le hall d'entrée, on a incrusté dans des blocs de pierre des éléments qui viennent d'autres bâtiments un peu partout dans le monde. Ici, vous avez un morceau qui vient de la Grande Pyramide d'Égypte. Vous avez ici un morceau qui vient de la Muraille de Chine. Il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes photographiées, mais il y en avait de la Maison-Blanche, du Kremlin, du Taj Mahal, Notre-Dame de Paris, il l'avait là-bas, dans le hall d'entrée du Tribune Tower. Ici, c'est une tour beaucoup plus élancée, construite également dans les années 20, c'est le Mather Tower, qui a 38 étages. Là, on commence à s'ambitionner un peu. Et elle est faite également dans le style gothique, comme vous pouvez voir de près le haut de la tour. Ça, c'est un ensemble, ce complexe-là, vous connaissez la compagnie de gomme à mâcher Wrigley? C'était leur siège social dans ces bâtiments-là. Ce sont 2 bâtiments jumelés. On ne voit pas, mais il y a des passerelles qui communiquent d'un bloc avec l'autre. Ça a été le premier édifice avec des bureaux à l'air climatisé à Chicago. Et au centre, vous avez une tour ici qui monte avec une horloge en haut. Et cette tour-là a été inspirée par la Giralda,
qui est l'espèce de l'ancien minaret de la mosquée de Séville, qui a été transformé en clocher quand la cathédrale de Séville a été construite. Je vais en parler dans ma prochaine conférence, soit dit en passant. Alors, ils se sont inspirés de la Giralda pour faire le design du clocher, de la tour plutôt. Et il y a une horloge sur les 4 faces de cette tour-là. Ici, il existe à Chicago une fondation de l'architecture de Chicago. Ce sont une formation de bénévoles qui veulent faire la promotion et la préservation des bâtiments de Chicago. Alors, ils ont une très belle boutique, comme vous pouvez voir, en plein sur Michigan Avenue, qui est la belle avenue de Chicago. Et là-dedans, les touristes peuvent aller, ils peuvent acheter des souvenirs en rapport avec l'architecture de la ville. Et de là partent également des visites guidées à pied du centre-ville, que ma conjointe et moi avons suivi. Et on avait eu la chance d'avoir un guide qui parlait français. C'est des gens qui servent de bénévoles, servent de guide bénévolement, et il n'y a pas question qu'ils acceptent d'argent ou quoi que ce soit. Alors c'est très, très... je trouve ça beau de leur part. Mais la Fondation d'architecture, sa principale activité, c'est de faire des croisières sur la rivière Chicago. Alors, ils sont propriétaires de quelques bateaux de croisière, et vous voyez, vous faites le tour qui dure, une croisière sur la rivière Chicago, qui dure à peu près 1h15, avec un guide qui vous explique tous les bâtiments qu'on voit sur les rives de la rivière. Puis ça, il y en a beaucoup, et des bâtiments à toutes les époques du développement de la ville, évidemment. Ici, vous voyez, à gauche, vous voyez un bâtiment en bec rouge qui était, je ne sais pas, possiblement un entrepôt au début. Ici, vous avez un hôtel. Ici, vous avez des condominiums. Ici, vous avez le Mather Tower, la tour de 38 étages qu'on vient tantôt. Ici, vous avez, plus loin, vous avez la tour Willis, là, qui a 108 étages. En tout cas, vous voyez tout ça à partir du bateau de croisière. Ici, on voit, ça c'est sur les rives de la rivière, évidemment. Ça, c'est un projet d'habitation un peu expérimental qui a été fait dans les années 60 sur les bords de la rivière. Ici, on voit un autre bateau de croisière. Il y en a plusieurs bateaux qui font la croisière sur la rivière. Et les ponts se lèvent, évidemment, quand vous passez. Vous voyez, vous avez vraiment tous les styles. Vous êtes à proximité, vous les voyez de très, très près. Mieux que si vous étiez dans la rue, peut-être. Ici, ce bâtiment-là, c'est un projet de 61 étages sur des tours jumelles qui contiennent 900 condos. Et les étages inférieurs, ici, là, ça, c'est du stationnement intérieur. Bien, intérieur, il est à l'air libre, mettons. Et ils sont situés, vous les voyez, les tours, ils sont évidemment presque les 2 pieds dans l'eau, là. Ils sont situés vraiment à proximité du... puis ça, c'est le pont sur Michigan Avenue, la grande avenue de Chicago. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de voir ces tours-là? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Pardon? Moi, je dirais plutôt un épi de maïs. Hein? Puis je pense que c'est peut-être voulu par l'architecte, je ne sais pas, parce que le maïs, il n'y a rien qui représente plus le Midwest américain que le maïs, parce qu'il y a des champs de maïs à perte de vue là-bas, encore plus qu'au Québec. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ça a donné ça avec des balcons en demi-cercle. Et les étages inférieurs, comme je le disais, sont réservés au stationnement. D'après ce que je peux voir, on nous demande de stationner de reculons. Il y a juste des petits câbles, excusez-moi, des petits câbles d'acier qui vous empêchent de tomber dans la rivière. C'est un peu risqué. Au niveau de l'eau, il y a des bateaux, il y a moyen de louer des bateaux, soit pour aller sur la rivière ou dans le lac Michigan. Il y a d'autres bateaux de croisière qu'on voit qui font la croisière. Ici, c'est l'immeuble et l'hôtel de M. Trump à Chicago, qui a été terminé de construire au début des années 2000 et qui a 98 étages. C'est le second édifice en hauteur à Chicago. Ça appartient à Trump? Oui, bien sûr. Quand son nom est dessus, c'est à lui.
Ici, on voit la rivière le soir avec, au fond, le plus grand édifice de Chicago, le Willis Tower. Ici, un édifice postmoderne des années 60, c'est ça. Bon, le voilà, le fameux Willis Tower, qui a 108 étages, fini de construire en 1973. C'était à l'époque le plus haut édifice au monde. Ça l'est resté pendant 25 ans, jusqu'en 1998, alors qu'il y a un projet dans le sud-est asiatique qui a été construit, qui était plus haut que les 108 étages du Willis Tower. À l'origine, ça s'appelait Sears Tower, mais comme la compagnie Sears a fait faillite, M. Willis a racheté la compagnie, la tour, et il l'a nommé en son nom. Les gens de Chicago trouvent que c'est un des 7 plus beaux éléments qu'on trouve à Chicago. Ils sont très fiers de le Willis Tower. Je vais vous parler maintenant de 2 architectes qui ont fait carrière à Chicago, entre autres celui-ci, M. Louis Sullivan, qui est arrivé à Chicago en 1973, 2 ans après le grand incendie, et qui voulait participer à la reconstruction de la ville. Il s'est associé avec M. Adler, et ils ont ouvert un bureau d'architecte. Et dans les années qui ont suivi, ils ont profité, comme je disais, non seulement de la fièvre de la reconstruction, mais également des développements technologiques pour construire des bâtiments en hauteur. Je vais vous montrer un des bâtiments qu'il a construit. Il en a construit plusieurs. Et celui-ci s'appelle le Scott Building. Et vous avez 2 étages de magasins à rayons. Ici, dans ce cas-là, c'est Target qui est le locataire. Et en haut, vous avez 10 étages d'édifices à bureaux. D'abord, je vais vous faire remarquer l'édifice à bureaux, c'est une ossature d'acier, parce que vous voyez la distance entre les colonnes, là, il y a juste l'acier qui peut avoir des portées grandes comme ça. La fenestration, c'est typique de Chicago. C'est-à-dire, la fenestration de Chicago, vous aviez une grande fenêtre fixe au milieu et 2 petites fenêtres ouvrantes latérales. Le revêtement blanc qu'on voit, c'est des blocs de terracotta vernissés, avec un vernis dessus. Les 2 étages de commerce en bas, le revêtement extérieur, c'est en fonte, mais avec des motifs imprimés dedans, de motifs végétaux typiques du Midwest américain. Vous voyez ici les éléments ici aussi qui représentent la végétation dans le Midwest. Vous voyez un peu les fenêtres comme je parlais tantôt. Ici, remarquez la finesse et la délicatesse qu'on pouvait donner à la fonte en travaillant dans des moules et en coulant la fonte dans ces moules-là. On arrivait à faire des choses aussi délicates que ça. Cet autre architecte-là, c'est Frank Lloyd Wright, qui était né dans le Wisconsin et qui est arrivé à Chicago en 1887. Il a été travaillé pour M. Sullivan. Ça a été son patron. Et M. Wright a toujours été très reconnaissant envers M. Sullivan en disant que c'était vraiment lui qui lui avait enseigné tous les arts, toutes les ficelles du métier. Et du temps qu'il a été à l'emploi de M. Sullivan, M. Wright a fait principalement des résidences individuelles, dont la sienne, en banlieue de Chicago, à Oak Park. Plus tard, M. Wright va avoir une grande carrière. Il va faire des édifices un peu partout dans le monde, un peu partout aux États-Unis aussi. Alors, voici quelques-unes de ses résidences. Vous voyez, ce qu'il aimait faire beaucoup, c'était ce qu'on appelle des prairie houses, c'est-à-dire des maisons qui sont comme à l'horizon, là. L'horizon, c'est horizontal, justement. Et lui, il mettait beaucoup l'accent sur l'horizontalité dans ses constructions. Vous voyez beaucoup les toits qui débordent énormément des murs. Ça aussi, c'est une de ses réalisations. En 1893, il y a eu une exposition universelle à Chicago, et M. Wright est allé la visiter. Il a été fortement impressionné par le pavillon du Japon, où il a puisé une certaine inspiration. Et au cours de sa carrière, il est retourné souvent au Japon pour voir l'architecture là-bas. Vous voyez, remarquez à quel point
tout est horizontal, vous avez les bandeaux horizontales, même le format des briques est très horizontal, et les toits débordent beaucoup, comme je disais, les murs. Cette photo-là, c'est une de ses plus belles maisons. Elle n'est pas à Chicago, mais je voulais vous la montrer quand même. Ça s'appelle Falling Water. C'est une maison qu'il a construite au-dessus d'une chute d'eau. C'est assez particulier. Ah, je vais vous montrer quelques autres images de... Ça, c'est la verrière, le dôme, à la Bibliothèque municipale de Chicago. Ici, c'est le hall d'entrée. On voit ici. Et ici, c'est un luminaire d'inspiration, j'imagine, asiatique à la bibliothèque. Voilà. Alors, voilà, c'est l'heure de la pause. Et au retour, je vous amène visiter le Musée des Beaux-Arts de Chicago. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je veux faire amende honorable parce qu'il y a un élément que j'ai oublié de traiter tantôt, c'est de la criminalité à Chicago. Il y a 20% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. J'imagine que c'est peut-être une des causes du fait qu'il y a autant de criminalité à Chicago. En 2016, il y a eu 762 meurtres dans l'année. C'est plus que 2 par jour. Alors qu'à Montréal, dans la même année, il y a eu 23 meurtres. Mais, d'après ce que j'en sais, ces meurtres-là, c'est surtout des luttes de gangs de rue qui se tuent entre eux. De sorte que, à part certains secteurs très précis de la ville, je pense que Chicago est une ville sécuritaire où les visiteurs peuvent se promener sans crainte. Je vous dis ça comme ça. Voilà. Alors, on va continuer avec la visite du Art Institute, qui est le deuxième plus grand musée aux États-Unis après le Metropolitan de New York. Il y a eu plusieurs agrandissements. Le musée a ouvert ses portes en 1893, mais il y a eu plusieurs agrandissements depuis ce temps-là. Et de maintenant, il compte sur une superficie d'à peu près 1 million de pieds carrés. C'est pas petit. Et ils ont une collection de 300 000 œuvres d'art de toutes sortes. Si on regarde l'art moderne, par exemple, ils ont la 3e plus grosse collection d'art moderne au monde, après le Centre Pompidou de Paris et le Musée d'art moderne de New York. Si on regarde les œuvres impressionnistes et post-impressionnistes, leur collection rivalise facilement avec celle du musée d'Orsay à Paris. Alors, je vais vous montrer quelques œuvres qu'on a eu l'occasion de voir à l'intérieur. Ici, il y a des lions qui gardent l'entrée du musée. Ici, c'est une œuvre impressionniste de Gaston Caillebotte qui s'intitule Rue de Paris sous la pluie. Ici, ce sont les nénuphars du peintre impressionniste Claude Monet. Ici, c'est la danseuse étoile de Edgar Degas qui aimait peindre les danseuses. Ici, ça s'intitule Le dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte du peintre pointilliste Georges Seurat. Ici, c'est une peintre américaine, Mary Cassatt, qui a fait carrière en France, qui était une amie des impressionnistes et qui faisait vraiment partie de l'école des impressionnistes. Elle aimait beaucoup peindre des scènes familiales, ainsi que qu'on voit ici la mère qui donne le bain à son enfant. Ici, c'est un portrait de Van Gogh par lui-même.
Ici, c'est un portrait fait par Van Gogh de la chambre qu'il occupait à Arles, dans le sud de la France, où il aimait aller peindre dans la nature. Ici, c'est un portrait de cette jolie dame dans une robe très chatoyante, faite par le peintre américain John Singer Sargent. Ici, c'est une œuvre iconique, je dirais, de l'art américain de Grant Wood, qui s'appelle American Gothic, qui représente, je dirais, un couple d'agriculteurs du Midwest américain, très conservateurs, très sévères et très puritains. On voit la fourche dans la main, là, et on voit aussi la fenêtre de la maison qui est de style gothique, donc religieux, si on veut. Dans un autre ordre d'idée, voici une autre peinture américaine, mais dans un milieu beaucoup plus urbain. Ça s'appelle Nighthawk, c'est-à-dire les oiseaux de nuit, dans un restaurant tard le soir, dans une ville américaine quelconque, de Edward Hopper. Ici, quand on était là, il y avait une rétrospective des œuvres de Picasso. Picasso, dans sa vie, a eu un lien un peu spécial avec la ville de Chicago, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'œuvres qui ont été exposées à Chicago. Entre autres, vous allez voir tantôt dans les rues, dans la place publique, là, une sculpture qu'il a faite. Et ceci, c'est une étude qu'il a faite en vue de cette sculpture-là, qui a éventuellement été mise en place à Chicago. Je vais vous montrer quelques œuvres de Picasso, surtout de sa période de jeunesse. Ici, ça s'intitule « Le repas frugal ». Ici, c'est la paysanne avec son châle. Ici, ça s'appelle « Tête de femme ». Ici, c'est évidemment la mère et l'enfant. Ici, c'est une de ses maîtresses, Marie-Thérèse. Ici, c'est Harlequin, le bouffon. Ici, c'est une de ses premières œuvres cubistes. Ça s'intitule « Femme dans un fauteuil rouge ». Ici, c'est une autre de ses maîtresses, Françoise. Et ceci, ça s'appelle « Un nu sensuel ». Ça, c'est une des salles à l'intérieur du Art Institute. Il y a des œuvres évidemment modernes comme ce Mao de Andy Warhol et cet arbre en verre soufflé de Chiuli. Bon, maintenant, je vous amène à l'extérieur, dans les rues de Chicago. Dans les rues de Chicago, il y a 700 œuvres d'art qui sont soit dans les parcs, dans les places publiques, sur les immeubles. Il y en a à peu près partout. Entre autres, je vais commencer par l'œuvre peut-être la plus importante. C'est en 1997, la ville de Chicago a voulu faire un investissement important en infrastructure culturelle pour marquer le début du millénaire, du nouveau millénaire qui s'en venait. Alors, ils ont planifié d'aménager tout en fait, c'est quasiment 2 quadrilatères de rues, là, ici, ce grand quadrilatère-là, qui était vacant, qui était dans l'emprise de l'ancien chemin de fer Illinois Central Railroad, alors, qui est voisin d'ailleurs du Musée des Beaux-Arts, le Art Institute, qu'on vient de visiter, et qui donne sur la grande avenue, le Michigan Avenue, ici. Alors, il y avait ce grand terrain-là à développer. L'argent qu'ils ont investi, c'est-à-dire, il y a eu évidemment des fonds publics, mais aussi beaucoup de fonds privés, ça a coûté 475 millions de dollars pour aménager ce quadrilatère-là, presque un demi-milliard de dollars, imaginez. Ça a été une construction un peu chaotique parce que j'ai été terminé seulement en 2004, alors qu'il visait de l'an 2000, et le budget a été défoncé amplement. Je vais vous montrer quelques-uns des projets à l'intérieur de ce quadrilatère-là. Le projet le plus important, c'est ici. C'est un auditorium à ciel ouvert, si on veut, un peu dans le style de celui qu'on trouve à Joliette au Festival de la Naudière. Alors, vous avez ici le parti bâtiment où se retrouvent la scène et les loges, etc. Devant, vous avez 4000 places assises et derrière, il y avait une grande pelouse où peuvent prendre place 7000 autres personnes. Alors, vous avez une histoire possible de 11 000 personnes qui peuvent venir assister à un spectacle.
Je vais vous montrer des photos de tout ça tantôt. Ici, vous avez une sculpture monumentale qui a la forme d'un haricot, que les gens de Chicago surnomment affectueusement The Bean, qui, elle, a coûté 23 millions de dollars à construire. Et finalement, l'autre que je vais vous montrer, c'est la fontaine Crown, ici, qui a coûté 17 millions à construire et qui est vraiment très conviviale et très amusante. Alors, on va commencer par regarder l'auditorium à ciel ouvert. Alors, vous voyez, c'est l'œuvre d'un architecte canadien, Frank Gehry, qui fait des choses tout à fait inhabituelles, mettons. Alors, vous voyez la façon dont il a fait l'habitacle au-dessus de la scène, c'est comme des grandes feuilles d'acier inoxydable qui sont repliées sur elles-mêmes, comme ça. Et vous voyez les sièges rouges, là, il y en a 4000 devant la scène. Bon. Pour que les gens qui étaient assis sur la pelouse entendent aussi bien dans le fond de la pelouse que les gens qui sont assis dans la première rangée des bancs, il a eu la brillante idée de faire une espèce de dais acoustique au-dessus du terrain. Et il a mis ce réseau de tubes d'acier inoxydable qui traversent d'un côté à l'autre de la pelouse et sur lequel il a accroché des haut-parleurs. Bon. Ceci, ça s'appelle The Bean, comme je disais tantôt, et c'est devenu depuis le temps l'espèce de symbole, ça symbolise la ville de Chicago maintenant. C'est une œuvre qui pèse 110 tonnes, elle est faite de 168 plaques d'acier inoxydable qui sont soudées ensemble et polies. Et l'intérêt, c'est que ça donne une image, ça réfléchit très bien le panorama, mais ça le déforme en même temps. Vous voyez, il y a plein de gratte-ciels à proximité qui se trouvent dans le paysage et qui sont déformés, et les gens adorent aller près de ça et de voir leur image déformée dans la sculpture. J'ai fait une photo de ma conjointe et j'ai fait sa photo de face, mais en même temps de dos, parce qu'elle était réfléchie dans la sculpture. Et vous voyez, c'est vraiment, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. C'est M. Kapoor qui est le sculpteur qui a fait cette sculpture. Ça, c'est la fontaine Crown, qui a été financée par la compagnie Crown, qui a coûté 17 millions, et c'est l'œuvre d'un sculpteur catalan, M. Jaime Pienza. Alors, vous avez deux tours d'à peu près 30 pieds de haut, qui ont un revêtement de granit noir sur 3 faces, et sur le côté qui fait face à l'autre tour, c'est fait en bloc de verre. Derrière le bloc de verre, ils ont mis un réseau d'ampoules LED qui permet d'afficher des vidéos numériques de visages. Les visages qui apparaissent sur les tours, ce sont des gens de Chicago qui se sont portés volontaires pour voir leur portrait apparaître sur les tours de la fontaine Crown. Et au niveau du sol, vous avez un bassin qui relie les deux tours, qui n'est vraiment pas très profond, mais vous allez voir pourquoi. Alors, on projette des images sur les tours et on s'est arrangé ingénieusement pour que le jet d'eau qui sort de la fontaine semble sortir de la bouche du personnage. Et les enfants en bas sont en milieu de bain, ils ne demandent pas mieux que de se faire arroser par le jet. Vous voyez, le bassin n'est pas très profond, il y en a à peu près jusqu'aux chevilles. Et il y a de l'eau qui coule continuellement le long de la fontaine, des murs de blocs de verre. Alors, les gens trouvent ça, surtout les enfants, trouvent ça très, très amusant d'aller se baigner là-dedans. Et on voit la texture qui est donnée par les blocs de verre à travers l'image qui est projetée. Maintenant, on va aller ailleurs dans le centre des affaires, dans le cœur de Chicago, voir les autres œuvres d'art qu'on y trouverait. Ici, vous avez un mur qui est une murale du Français Marc Chagall.
Voici une autre partie de son mur décoré par M. Chagall. Ici, c'est une sculpture géante faite par le sculpteur américain Alexandre Calder, qui a une rétrospective actuellement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, M. Calder faisait deux sortes d'œuvres, des œuvres comme ça qui sont ancrées au sol et qu'on appelle des stabiles, et également d'autres œuvres qui sont suspendues, comme celle-ci, qu'on appelle des mobiles. Alors, il a fait des mobiles et des stabiles durant sa carrière. Le mobile, c'est un savant équilibre entre des forces suspendues à des fils de métal. On voit ici un peu l'arche de cette œuvre qui s'appelle Flamand rouge. On voit l'image reflétée dans la verrière. Ici, cet architecte, j'en parle parce que, d'abord, c'est un architecte important de la ville de Chicago. Il était d'origine allemande. Son nom, c'est Mies van der Rohe. Durant les années 30, il a été le directeur de l'école de design du Bauhaus à Dessau, en Allemagne. Et devant la bonté du régime nazi, il a dû démissionner et il a émigré aux États-Unis. Il est allé s'établir à Chicago, où il est devenu le directeur de l'Illinois Institute of Technology. Et entre autres, il a fait une brillante carrière d'architecte. Il a fait des bâtiments un peu partout dans le monde. Et l'édifice qu'on voit derrière la sculpture de M. Calder, c'est fait par M. van der Rohe. C'est pour ça que je vous ai montré sa photo. Ici, c'est de la sculpture qu'on trouve tout à fait au sommet de la tour du Board of Trade, de la Chambre de commerce. Ça représente Cérès, la déesse de l'agriculture. Comme on est dans le Midwest américain et que l'agriculture, c'est très, très important, rien de mieux que de mettre une sculpture de la déesse de l'agriculture pour attirer les belles récoltes dans nos champs. Alors, ça a été fait dans les années 30, vous voyez, c'est de style art déco. Ici, voilà la sculpture faite par Picasso, la tête cubiste, qui a été installée devant un grand bâtiment dans le centre-ville de Chicago. On voit un peu un autre aspect de cette sculpture qui est vraiment gigantesque. C'était au mois de mars. Il ne faisait pas chaud. Hein? La ville des vents, là, c'est vraiment, ça porte bien son nom. C'était pas chaud. Même les pigeons allaient se réchauffer près de la flamme. Bon, ici, c'est une sculpture de l'artiste catalan Juan Miró qui s'intitule Le soleil, la lune et l'étoile. L'étoile, c'est pas moi. Ici, c'est une autre sculpture qu'on trouve sur les places publiques qui s'appelle Le monstre debout du sculpteur français Jean Dubuffet. Voici une rue, un dimanche après-midi, dans le centre de ville de Chicago. Évidemment, c'est très tranquille le dimanche après-midi. Mais vous voyez quand même que les rues sont propres. Vous avez des très beaux lampadaires et des très beaux édifices, évidemment. C'est une ville très, très urbaine, mais très agréable dans laquelle se promener. Bon, maintenant, je vais vous parler du jazz de Chicago. On a parlé de l'architecture, de la peinture, de la sculpture. Maintenant, on va parler de la musique. Ceux qui avaient assisté à ma conférence sur la Nouvelle-Orléans savent que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans. Et que dans les années, au début du siècle, le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans avait voulu concentrer les immeubles ou les établissements qui étaient à problème dans un même petit quartier qui s'appelait Storyville. Alors, vous aviez ramassé dans ce Storyville, vous aviez les bordels, les maisons de jeu et les bars. Et chacun de ces établissements-là engageait un orchestre de jazz pour amuser et divertir la clientèle. En 1917, la ville a décidé de fermer Storyville. Alors, du jour au lendemain, des centaines de musiciens de jazz se sont retrouvés en chômage. Il faut vous dire que depuis 1910, depuis quelques années auparavant, il y avait eu un mouvement migratoire des Noirs des États du Sud américains qui migraient vers le nord, dans les villes plus industrialisées. Vous savez que l'esclavage a été aboli après la guerre civile en 1865. Mais dans les années 1890, les États du Sud
ont passé des lois qu'on a appelées les lois Jim Crow pour établir la ségrégation. Alors, toute la vie sociale était ségrégée. Vous aviez des toilettes pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs, vous aviez des autobus. Dans les autobus, les Noirs, il fallait qu'ils aillent s'asseoir en arrière de l'autobus. Tous les commerces, des restaurants, tout ça, les cinémas, tout, il y avait les Noirs et les Blancs étaient séparés. Alors, ça rendait pas la vie facile ni agréable pour les Noirs. Alors, ça combiné à l'attrait des postes qui s'ouvraient dans les villes industrielles du Nord, où il y avait une économie qui marchait à plein. Alors, il y a eu un mouvement migratoire. Il y a eu 6 millions de Noirs qui sont partis des États du Sud, qui ont migré vers les villes comme Détroit, Chicago, Cleveland, Minneapolis, etc. Entre autres, les musiciens de la Nouvelle-Orléans ont migré, eux, vers Chicago. Et là, vous aviez les musiciens de la Nouvelle-Orléans comme King Oliver, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, qui se sont retrouvés à Chicago. Et là, ils ont continué à jouer le style qu'ils jouaient à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire le style Dixieland. Avec le temps, le style a évolué. Alors qu'ils faisaient des improvisations de groupe à la Nouvelle-Orléans, là, rendu à Chicago, c'est plus des solos qui se succédaient à travers la pièce musicale. Et aussi le fait que le saxophone a pris une place plus prépondérante dans le jazz américain de Chicago. Alors, on peut dire que Chicago a été comme la deuxième mère, si on veut, du jazz, deuxième centre de fondation du jazz. Ici, dans les années 30, vous avez eu les big bands. Vous avez eu Miller, Glenn Miller, vous avez eu Benny Goodman. Benny Goodman était un musicien clarinettiste virtuose qui était originaire de Chicago. Et il a eu un grand orchestre pendant plusieurs années. Et il y a actuellement à Chicago 4-5 boîtes de jazz très, très réputées qui fonctionnent à l'année et qui donnent des très bons spectacles. Il y a aussi, tantôt je vais en parler, mais il y a un festival de jazz à chaque année à Chicago, où vous avez des grands artistes qui se sont produits comme Miles Davis, Sonny Rollins, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, etc. Ça, c'est une autre salle de spectacle sur Michigan Avenue. Bon, maintenant, je vais vous parler. Vous pensez qu'à Montréal, il n'y a plus beaucoup de festivals l'été, hein? Oui. Ben, à Chicago, il y en a autant, je dirais, sinon plus. Entre autres, des festivals de musique. Il y a le festival de musique, le festival de jazz, festival de blues, festival de gospel, festival de rock, festival de musique heavy metal, festival de musique country, festival de musique du monde. Et il y a plusieurs de ces festivals qui se tiennent au Pritzker Pavilion, comme vous pouvez voir ici maintenant. Vous voyez les haut-parleurs au-dessus de la foule. Alors, c'est un très bel endroit, le Pritzker Pavilion. Peu importe ce qu'on pense de son architecture. Il y a aussi le Festival du film. Il y a 3 festivals du film à Chicago. Il y a le Festival du film international, le Festival du film underground et le Festival du film pour enfants. Ça s'appelle un festival de rock qui s'appelle Loopalooza. Il y a évidemment le Festival de musique classique avec l'Orchestre symphonique de Chicago, dont voici le siège social, ici sur Michigan Avenue, évidemment. Il y a 2 festivals de danse également. Il y a Dancing Chicago, ça s'appelle. Ouais. Maintenant, je vais vous parler de la gastronomie de Chicago. Je veux mettre ça clair. La capitale gastronomique des États-Unis, c'est la Nouvelle-Orléans. Vous avez raison. Chicago n'arrive même pas à la cheville de la Nouvelle-Orléans pour la qualité de la bouffe. Ça, je ne vous conseille pas d'histoire. Mais il y a quelques... Bon, ça, ce qu'on voit ici, c'est le Festival de gastronomie de Chicago, qui a lieu à chaque été, où il y a 70 kiosques de bouffe qu'on peut fréquenter. Il y a 2-3 millions de personnes qui passent dans le fin de semaine. Le fait que Chicago a été fondé par plusieurs groupes ethniques différents
fait qu'il y a une mixité dans les plats qui sont disponibles, justement dans ce genre de festival-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tantôt, dans la série des festivals, il y a le festival allemand, il y a le festival japonais et le festival polonais, en plus de tous les autres festivals que j'ai nommés. Alors, vous voyez ici, on vous sert de la bouffe là, au Festival de la gastronomie. Je vais vous parler de quelques plats qui sont typiques de Chicago. Je ne dis pas que c'est de la grosse cuisine, là, loin de là. C'est le Festival de Chicago Dog. C'est fait avec, évidemment, un pain hot dog et une saucisse entièrement de bœuf, avec des cornichons, des tranches de tomates et de la sauce moutardée. Jamais de ketchup. C'est comme ça. Ça prend de laisser. Bon, ici, c'est un type de pizza qui s'appelle le Deep Dish Pizza, qui a été inventé à Chicago par une pizzeria qui s'appelle la pizzeria Uno. Et c'est une pizza qui est faite dans un moule, un genre de moule à quiche-lorraine, mettons. Et ce qui est particulier, c'est que les ingrédients sont inversés que dans la pizza ordinaire. Le fromage se trouve dans le fond et la garniture tomatée sur le dessus. Ça prend au moins une bonne heure avant de faire cuire la pizza. Alors, de sorte que quand vous allez au restaurant et que pendant que vous êtes en file, vous attendez pour entrer dans le restaurant, déjà on prend votre commande. Parce qu'on sait qu'une fois que vous allez être attablé, c'est comme ça va prendre moins de temps, hein, vous allez vous faire moins de temps à patienter pour avoir votre pizza. Alors, voici la pizza où on a inventé ce type de pizza-là. Ça s'appelle la pizzeria Uno, qui est située dans le quartier des affaires de Chicago. On voit d'ailleurs le Trump Tower en arrière. Ici, c'est le sandwich polonais. Je ne sais pas si j'ai dit tantôt que Chicago est la deuxième ville polonaise au monde après Varsovie. Alors, on sert ça avec une saucisse polonaise, des oignons, des cornichons, de l'ail, etc., de la moutarde. Pas de ketchup, encore une fois. Ici, c'est le Italian Beef Sandwich, qui est servi dans une baguette avec des fines tranches de roast beef, servi avec une sauce épicée à la moutarde. Je ne dirais pas que Chicago a inventé des cupcakes, mais disons que les cupcakes ont prospéré à Chicago. Ils en font beaucoup, ils en font beaucoup de toutes les sortes. Et ici, vous en avez ici aux couleurs de l'équipe de football de Chicago, les Bears. Et vous voyez le mini-football qu'on a mis sur chacun des petits cupcakes. Et les petites grenailles qu'on trouve, ça s'appelle des sprinkles. Voici un arrangement de cupcakes au motif de rose. Alors, voici, je vais vous laisser la dernière photo sur la photo panoramique du Skyline de Chicago. J'espère que je vous ai convaincu que Chicago pouvait être une ville d'art. Vous avez vu de l'architecture, de la musique, de la peinture, de la sculpture et de la gastronomie aussi. Je vais vous parler maintenant de la prochaine conférence que je vais donner. Je vais vous amener à la chaleur. Le 14 mars à 13h30, un jeudi évidemment, sur le sud de l'Espagne, l'Andalousie. On va visiter ensemble deux villes typiques de l'Andalousie, Séville et Cordoue. L'image qu'on voit ici, c'est une image à Séville. En 1929, il y a eu une exposition universelle à Séville. Et comme l'Espagne était le pays hôte, ils ont construit quelque chose de vraiment fabuleux de cette place-là, qui était le pavillon de l'Espagne dans cette exposition-là. Alors, vous avez le très beau bâtiment où sont étalés où chacune des provinces de l'Espagne est représentée. Et vous avez ce cours d'eau, ce canal qu'on a fait avec des ponts qui traversent au-dessus, les gens qui peuvent se promener en embarcation sur le canal. Alors, je vous attends le 14 mars prochain pour l'Andalousie. Merci.